Ça et tous les onglets qui sont là-haut, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais c'est un peu comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, ces effets extraordinaires peuvent être dévastateurs selon la façon dont il est utilisé. Donc on va mettre le sujet de cette vidéo en perspective et ensuite je vous montrerai plein de pépites. Alors, il y a une phrase qui m'a frappé il y a quelques années, c'était en 2017. La phrase c'est: «Ce qui restera à l'humain, c'est le care et la créativité». Le care au sens, pas de la ville, égyptienne, mais du soin, C-A-R-E. Alors cette phrase, elle est assez puissante. Ce qu'elle dit, c'est que à force d'automatiser, d'avoir des machines pour nous rendre service et pour faire des tas de choses à notre place, à la fin, les seules choses qu'on sera vraiment capable de faire mieux en tant qu'humain, ce sera de prendre soin, sous-entendu les uns des autres, ou de manière générale de tout ce qui nous entoure, et la créativité, c'est-à-dire vraiment de créer des choses qui n'existaient pas auparavant. Mais si on veut faire de la place pour ça, non seulement, on peut être sûr que ça va arriver, et c'est déjà en train d'arriver, mais, en plus, bah, du coup, il faut que ça devienne un processus, il faut qu'on change ça dans nos entreprises et pour ça, il faut déléguer tout le reste. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déléguer bien plus de tâches qu'on ne le pense, à condition de savoir comment s'y prendre. Donc oui, je sais, vous avez déjà entendu ça 1000 fois, utilise cette application, tu vas gagner un temps de dingue, et pourtant, vos journées sont toujours aussi remplies, voire plus. Oui, parce qu'il y a un piège, j'appelle ça le paradoxe de l'aspirateur, je vais revenir dessus. Et ce piège, on va commencer par ça, parce que sinon, tous les outils que je vais vous montrer dans cette vidéo, ils vont servir qu'à compliquer votre entreprise, alors que c'est ce que nous combattons tous les jours. Donc soyons honnêtes, la promesse d'efficacité, elle peut laisser sceptique, et vous avez raison si c'est votre cas, mais restez avec moi parce que je vais vous montrer des outils incroyables, des astuces concrètes, et surtout un changement de perspective qui fait une sacrée différence dans la manière d'utiliser tout ça. Donc le paradoxe de l'aspirateur, c'est quoi? Vous savez, quand on a inventé l'aspirateur, on nous a dit, génial, finis le balai, tu vas gagner du temps. Et le résultat, c'est que, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à passer aspirateur, plus souvent, à faire le ménage plus souvent et le résultat, c'est qu'on sait même pas si on a vraiment gagné du temps. C'est la même chose avec la voiture, elle devait révolutionner notre façon de nous déplacer, mais en fait, si vous incluez le temps que vous travaillez pour payer son coût, donc là, je m'adresse, si vous pensez à vos salariés, vous en tant que dirigeant, pensez aux gens qui travaillent, qui gagnent un salaire et qui payent leur voiture avec ça, et le coût global de la voiture, bah, en fait, les gens se déplacent en moyenne à 12 km/h. C'est ça, l'état de notre société aujourd'hui, c'est qu'on se déplace en moyenne à 12 km/h en fonction de ce qu'on gagne par rapport à ce que ça nous coûte. Et l'email, c'est aussi un bon exemple de ça, en fait, parce que quand l'email est arrivé, on s'est dit: «Ouais, c'est génial, on peut envoyer des messages instantanément». Oui, sauf que du coup, maintenant, on envoie des milliers, voire une infinité de mails et on passe nos journées à gérer une avalanche de notifications, de messages, de pièces jointes, alors qu'à l'ère du papier, avant d'envoyer un courrier, bah, ça prenait du temps, on réfléchissait et en fait, on en envoyait beaucoup moins et ça circulait d'une autre manière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous en avez sûrement entendu parler, parce qu'on en parle beaucoup aussi sur le plan de tout ce qui est dérèglements environnementaux. L'effet rebond, c'est que chaque fois que on a un outil qui promet de simplifier nos vies, parce qu'en fait, il nous fait gagner du temps, bah, en fait, on finit par faire plus de choses avec. Et on l'utilise tellement qu'on retombe dans le même piège d'être surchargé et d'avoir trop de choses à faire. Et donc, on recherche à gagner du temps et ainsi de suite. Et donc, en fait, écoutez bien, le vrai enjeu, c'est pas de digitaliser, c'est de simplifier. Et je pense que dès qu'on prend ce prisme-là, bah, ça change tout. Ça change complètement la manière de voir l'entreprise, de voir l'avenir, de voir l'entreprise dans son écosystème, de voir tout ce qu'on peut changer en interne et avec nos clients. Et ce que disait Peter Drucker, qui est un pape du management, il disait, il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas être fait du tout. Et en fait, trop souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que dans les projets dits de digitalisation ou d'amélioration, de modernisation, de transformation, on change des choses, on les fait autrement, mais en fait, elles pourraient ne pas être faites du tout. Et peut-être que ça se passerait beaucoup mieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les exemples maintenant, mais on va voir les outils et le piège, c'est que vous les utilisiez pour faire des choses qui, en fait, peut-être ne devraient pas être faites du tout. Et donc, peut-être que les outils que je vais vous montrer sont séduisants, mais qu'en fait, dans le cas auquel vous pensez, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure solution de les mettre en place. Donc oui, il y a une infinité d'outils géniaux qui sont là, ils sont disponibles sans que vous le sachiez. Vous avez peut-être aussi le sentiment de passer à côté de quelque chose en prenant pas suffisamment le temps d'explorer vos outils existants ou de nouveaux outils. Et comment faire la part des choses entre chercher à connaître toutes les possibilités et faire son travail. Par exemple, il y a de fortes chances que vous ayez déjà utilisé ChatGPT, mais à quel point? Est-ce que vous utilisez la fonction projet dans ChatGPT qui permet d'utiliser l'outil en le cadrant dans un contexte précis, avec des consignes, avec des documents que vous lui donnez, de rassembler les discussions pour qu'elles ne soient pas classées chronologiquement, comme c'est le cas depuis le début de l'outil, mais par thème de travail ou par processus récurrent, que ce soit un projet ou quelque chose que vous avez vraiment à faire de manière régulière? Est-ce que vous utilisez systématiquement la fonction Canva qui permet de modifier une réponse de ChatGPT et de la rafraîchir, de la refaire, mais en y contribuant. Donc en fait, de travailler avec ChatGPT dans les réponses. Et je parle que de ChatGPT, mais en fait,
on pourrait prendre n'importe quel outil, il y a plein de choses qu'on soupçonne pas, on fait pas attention parce qu'on reste dans l'utilisation qu'on a adoptée la première fois qu'on est rentré dans l'outil, avec ensuite très très peu de remise en question et d'amélioration. Mais en fait, tout ce que je vois passer à propos de ces deux fonctions de ChatGPT, pour être dans cet exemple, projet et Canva, tout ce que je vois passer là-dessus, ça reste au niveau des pâquerettes. C'est-à-dire que on a des spécialistes qui sont surtout les techniciens, qui sont baba devant les nouvelles fonctions, ils adorent ça, dès qu'il y a une nouvelle fonction, ils sont surexcités, ils sont surex comme on dit. Mais pour un dirigeant, il reste toujours la question, ok, mais concrètement, en quoi ça peut aider mon entreprise? Et en fait, ça, c'est un piège dans lequel les dirigeants eux-mêmes tombent. On y tombe tous. On se dit, waouh, cet outil est génial, on s'inscrit, on le met en place, on en parle autour de nous, on dit que notre entreprise doit le mettre en place, mais en fait, c'est jamais une question d'outil. La question, c'est pas l'entreprise doit mettre en place un outil. La question, c'est comment est-ce que l'entreprise peut être encore là demain, être encore plus là, mieux servir ses clients, apporter plus de valeur, et que les gens en interne soient mieux, bossent mieux, etc. Et donc, c'est vraiment ça le sujet. C'est pas digitaliser en tant que tel. Donc, des nouveautés, il y en a tous les jours, mais si on devait tout adopter, on y passerait plus de temps qu'à faire notre travail. Donc il y a 2 règles d'or pour simplifier intelligemment et dans quelques secondes, on va rentrer dans le détail de tous les outils, on va les balayer, mais vraiment, je pense que ce serait pas professionnel de ma part de pas mettre ces petits avertissements, ces petits éclairages. Première règle d'or, c'est de résister au syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que ne vous précipitez pas sur chaque nouvel outil à la mode ou dès que quelqu'un vous parle d'un outil. Je sais, c'est tentant et c'est un comble, hein, venant de moi qui vais vous montrer une tonne d'outils dans cette vidéo. En même temps, il faut savoir ce qui existe pour être capable ensuite d'imaginer que c'est notre imagination la seule limite, c'est pas la technologie. Mais commencez par réfléchir au pourquoi avant de choisir le comment. Voilà, ça, vous l'avez déjà entendu. Mais on le fait sans doute pas assez, parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Puis la deuxième règle d'or, c'est simplifier avant de digitaliser. En fait, moi, on m'a déjà montré, mais plein de fois, des digitalisations qui avaient été fièrement mises en place, alors qu'en réalité, il aurait suffi de supprimer la tâche ou le processus pour résoudre le problème. Pas besoin de rajouter un outil inutile. Et donc, chaque fois que vous empilez des outils sans réfléchir, chaque fois que vous croyez que vous modernisez l'entreprise parce que vous changez, vous mettez en place un nouvel outil qui est séduisant, qui est beau, vous compliquez un peu plus votre entreprise potentiellement. Et le résultat, c'est que les équipes croulent sous ce qu'on appelle des solutions en informatique, alors que trop souvent, c'est des choses qui créent des problèmes. Donc aujourd'hui, je dis pas que c'est systématique, je dis trop souvent. Voilà. C'est trop souvent un réflexe de dire on a un problème, on va mettre en place un outil. Et ça, c'est le syndrome de l'outil miracle. Donc aujourd'hui, on va faire les choses différemment. Je vais vous montrer des outils, oui, mais aussi la stratégie des 5 ressorts pour simplifier votre entreprise. Et spoiler, l'automatisation, l'objet de cette vidéo, c'est le 5e ressort. Mais il y a 4 ressorts avant, à côté desquels on passe trop souvent. Je vais les résumer à un moment dans cette vidéo, même si je vais rester quand même focalisé sur les outils, de la démo, des exemples, pour vous ouvrir des perspectives en fait, hein, pour vraiment que vous puissiez toucher un peu du doigt à quel point on ne s'intéresse pas assez à ce monde-là. Et puis 2 dernières précisions sur le contenu de cette vidéo. Peut-être qu'au moment où vous allez la regarder, ou vous la regardez là maintenant, j'aurai changé moi certains de ces outils dans mon utilisation ou chez Fruxio, mes collègues on aura changé, des outils et on n'utilisera plus ceux que je mentionne. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire un catalogue, c'est que vous mesuriez mieux certaines possibilités, certains principes. C'est en fait, si vous avez un doute sur le choix d'un outil en particulier, après avoir regardé cette vidéo, postez la question en commentaire ou bien écrivez-moi si vous avez mes coordonnées et ou par le site de Fruxio et on tâchera de vous aider, de vous éclairer. Mais le but, c'est pas d'être à jour sur les outils, c'est d'élargir les perspectives, c'est de se dire waouh, en fait, je soupçonne pas toutes les possibilités qu'il y a. Et puis, le deuxième précaution, c'est que moi, je découvre des outils tous les jours, mes collègues aussi, et donc moi, j'en découvre beaucoup via mes collègues de Fruxio. Et donc, ça fait des centaines, des milliers d'applications qu'on découvre tous les ans. Et encore, c'est rien par rapport à tout ce qui existe. Dans cette vidéo, moi, je veux développer votre ambition, que votre entreprise, elle intègre le réflexe de l'automatisation dans sa culture. Mon ambition, c'est pas de partager la liste exhaustive, évidemment. De toute façon, ça vous serait pas utile. Elle sera jamais assez complète. Mais c'est vraiment de se dire, OK, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans notre culture. Donc, ça veut dire dans les comportements. Donc, ça veut dire des rituels. Mais ça devrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà. En tout cas, je serais ravi d'en parler. Bon, tout ça, c'est des sujets en arborescence. Ça peut partir dans beaucoup de directions. Donc, c'est parti. Je reviens aux outils et on va dérouler un certain nombre d'outils en passant par 3 parties. D'abord, de l'automatisation sur le plan individuel, ensuite l'automatisation des processus et de ce qui est un peu plus collectif, et puis enfin, on va parler des IA génératives, puisque l'IA, c'est une forme d'automatisation. J'expliquerai pourquoi et comment est-ce que ça peut être beaucoup plus puissant que ce qu'on voit, qu'on en fait à droite à gauche. Alors, hop, je rechange d'affichage
Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, au passage, hein, ce qu'on a sous les yeux, trésor d'apps, ça vient de ce qu'on appelle chez Fruxio le trésor. C'est quelque chose qu'on communique au fur et à mesure qu'on travaille avec des clients ou que, on fait des interventions en interentreprise. Et donc, si vous n'y avez pas encore accès, ou si vous nous découvrez à travers cette vidéo, dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour recevoir le trésor. Ensuite, libre à vous éventuellement de vous inscrire à la newsletter. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens à qui on donnait avant le lien direct du trésor, qui ensuite gardaient des anciennes versions parce que ne faisaient pas attention que ensuite les redirections, il y avait des mises à jour. Et donc maintenant, on a décidé que c'est via notre newsletter qu'on va avertir qu'il y a des mises à jour, est-ce que l'outil a changé, etc. Notamment là, on est le 7 janvier 2025 au moment où j'enregistre, et en 2024, on a fait une grosse mise à jour du trésor, et donc il a fallu aussi qu'on avertisse les gens qui y avaient accès. Voilà, c'est parti maintenant. Donc, automatisation individuelle. L'idée ici, c'est que c'est bien gentil de parler d'IA depuis des années, là maintenant, hein, d'IA générative en particulier. Mais si on ne maîtrise pas les fondamentaux, pour moi, c'est un peu comme vouloir courir un marathon avec des chaussures à lame carbone sans savoir ce qu'est le fractionné. Et si vous n'avez pas compris lame carbone ou fractionné, vous comprenez l'idée, c'est comme vouloir faire quelque chose de complexe en n'ayant pas les bases. Donc, je vous partage quelques basiques, quelques éléments qui, pour moi, sont fondamentaux, qui me font gagner du temps depuis 10-15 ans et qui sont très très faciles à mettre en œuvre et qui sont beaucoup trop ignorés dans les entreprises. Le premier, c'est tout bête, donc c'est des exemples tout ça, hein. Cette vidéo, elle pourrait durer 2 jours, hein. J'ai sélectionné des exemples. Premier, c'est dans votre navigateur web, plutôt que de rouvrir sans arrêt les onglets que vous aviez utilisés la veille ou dans un autre projet, ou de maintenir à jour des dossiers de favoris, en fait, simplement cliquez dans Au démarrage, reprendre où vous avez arrêté. Et donc ça veut dire que chaque fois que vous allez ouvrir votre navigateur, il va rouvrir les onglets qui étaient ouverts la dernière fois que vous l'utilisiez. Donc ça, c'est la base, c'est ce que je vous encourage plus à faire. Maintenant, pour les plus geeks, moi, j'utilise autre chose, je fais autrement. Je vais vous montrer comment. J'utilise un gestionnaire d'onglets. Et ce gestionnaire d'onglets, il a le même rôle, sauf qu'il peut le faire pour une infinité de thèmes ou de projets ou de processus. Donc, quelques exemples ici. Donc moi, j'utilise Workona. C'est pas forcément celui que je recommande, mais je vous expliquerai après comment choisir ce genre d'outil, comment vous pouvez trouver des alternatives. Moi, je l'utilise parce que ça fait des années que j'utilise et donc j'ai pas fait l'effort de changer ensuite, hein, c'est souvent comme ça. Donc à gauche, vous voyez, j'ai mis en évidence quelques espaces pour vous montrer comment ça peut se passer quand on utilise un gestionnaire d'onglets. Et l'idée, c'est que c'est cet outil qui enregistre dynamiquement les onglets, les pages que j'utilisais pour faire telle chose. Et puis quand je ferme la fenêtre, il a enregistré. Et il suffit que je la rouvre la prochaine fois sur le même thème, le même processus pour envoyer un bon de commande à un client ou autre chose. Et j'ai les bons onglets qui vont se rouvrir. Donc par exemple, l'onglet que j'utilise dans l'autre fenêtre pour vous montrer tous les outils, c'est Prod Vidéo Automatisation, puisque j'ai mis plusieurs fois à le préparer et à enregistrer les onglets. Mais ici, j'ai Prépa Vidéo Automatisation. Et donc là, j'ai 4 onglets. Je vais en ouvrir un concrètement. Donc, imaginons, voilà, je vais ouvrir ça. Ça, c'est c'est une formation que je suis, qu'on vient de terminer avec Amélie, responsable des opérations de Fruxio, une formation en ligne qui s'appelle Bras droit gagnant de outils du manager. Et donc j'ai la page de la formation en ligne qui apparaît là, sur laquelle je peux naviguer dans les étapes et les vidéos. Ici, j'ai le dossier dans lequel il y a les 2 documents que j'ai créés en l'occurrence, et puis les notes dans lesquelles, voilà, le document dans lequel j'ai pris les notes et les captures de la formation. Donc ça c'est en train de se charger au moment où je parle, voilà. Et donc ça, en fait, on voit que les 3 onglets sont ouverts. Puis si je clique onboarding d'Amélie, par exemple, je clique ça ici, hop, on voit que en haut, les onglets sont remplacés par les onglets que j'utilise pour l'embarquement, ou que j'ai utilisé pour l'embarquement d'Amélie, parce que là, on considère qu'il est quasiment terminé, est arrivé à l'entreprise il y a quelques mois. Voilà, à chaque fois que je voulais bosser là-dessus, je me mettais sur cette fenêtre Workona, onboarding d'Amélie, et ça m'évite d'avoir à me dire, ah oui, il faut que j'ouvre la liste de tâches, qui est le premier onglet. Ah, il faut aussi que j'ouvre mes notes les petites choses que j'ai captées au fil de l'eau en inspi là-dessus. Ah, et puis aussi le résultat de telle formation que j'ai suivi sur le sujet. Non, c'est ouvert, et donc chaque fois que je bosse sur le sujet, j'ai qu'à rouvrir cette fenêtre, j'ai 3 onglets qui s'ouvrent, je suis focus, je suis dedans, et en plus, je vais pas être gêné par le fait d'afficher aussi mes mails ou autre chose.
chose. Donc, pour chaque processus, moi, pour chaque, ici, les réussites, c'est comment est-ce qu'on produit des témoignages avec nos clients. Et donc, pour chaque processus, j'ai comme ça un workona. C'est très facile à créer. Il suffit d'ouvrir une nouvelle fenêtre et puis de nommer. Donc là, je l'ai nommé ici, Onboarding Amélie. Puis hop, on commence à ouvrir ces outils et ça s'enregistre instantanément. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, ça, c'est pour les plus geeks et je recommande. C'est vraiment une façon de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la gestion de ces outils au quotidien. Ensuite, je continue, je prends un autre exemple tout bête d'automatisation, envoyer plus tard. Je prévois d'envoyer un message à tel moment, plutôt que d'écrire dans mon agenda que je vais devoir envoyer un message à telle personne ou dans tel canal, dans tel projet, tel jour à telle heure, je peux programmer le message dès maintenant. Par exemple, chez Fruxio, avant chaque entretien mensuel avec un décideur client, on programme un message pour demander aux personnes qui sont actives sur ce projet leur météo du projet. Et donc ce message, il est programmé à J-3 du rendez-vous avec le client. Dès qu'on connaît la date du rendez-vous, on peut programmer ce message. Ça évite d'avoir à noter de le faire, puis de prendre le temps de le faire, éventuellement de le zapper. Là, c'est programmé dès qu'on connaît la prochaine date. Donc là, j'ai fait une capture de ce que ça donne dans Teams, mais dans la plupart de vos outils de travail, nous, on utilise d'autres outils de communication. On a cette fonction envoyer plus tard. Je vais prendre différents exemples pendant la vidéo de Google, de Microsoft et autres. Cherchez dans vos outils, cherchez dans l'aide, vous allez voir, vous allez trouver. Donc dans Teams, par exemple, il suffit de cliquer une seconde sur le bouton envoyer, moins d'une seconde, mais à peu près une seconde, et vous avez cette petite flèche, cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et la plupart des gens ne le connaissent pas. Il suffit de, pardon, c'est pas cliquer une seconde, c'est sur un téléphone, c'est faire un clic droit. Vous faites un clic droit, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous choisissez la date, l'heure, et continuez, et c'est parti. Teams vous dit, ok, on planifie ce message, il va être envoyé tel jour à telle heure. Sur un téléphone, sur Teams, vous touchez le bouton envoyer pendant une seconde, et vous avez la même fenêtre qui apparaît. Ensuite, si on continue, encore tout bête, vous voyez que pour l'instant, on n'est pas dans de la rupture technologique, mais c'est vraiment de la base d'automatisation pour dégager du temps. Moi, c'est comme ça que j'ai pu m'intéresser de beaucoup plus près aux IA génératives, c'est parce que je passais moins de temps sur les tâches du quotidien, là où certains y passent leur journée. Alors ici, je dis ça parce que il y a quelque chose qui m'a vraiment changé la vie, c'est de savoir taper à 10 doigts. Alors je vais écrire, savoir taper à 10 doigts m'a changé la vie. Et encore, là, je l'ai écrit avec une attelle, j'ai une entorse au pouce, donc j'écris pas aussi vite qu'habituellement. Mais pourquoi ça m'a changé la vie? Parce qu'en fait, déjà, dans mon 2e job salarié, j'avais fait comprendre à mon patron que j'avais très envie, de faire plein de choses, d'être très utile et j'avais vu que c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd et qu'il allait, m'utiliser très fort et donc quand je suis arrivé, je me suis dit: «Allez, bon, je vais me mettre à taper à 10 doigts», donc j'ai pris un outil en ligne gratuit, je vais vous en montrer un. Et puis, donc ça, c'était en 2008. Et puis tous les matins, j'y ai passé 20 minutes en recouvrant, en mettant mon manteau sur mes doigts. Dès que j'arrivais au bureau, je mettais mes doigts sur le clavier, mon manteau sur mes mains pour pas avoir le clavier. Puis je commençais, j'apprenais, je faisais exercice. Et en 2 semaines à peu près, j'ai su taper à 10 doigts. Et je vais vous expliquer après, je vais vous donner un exemple de notre processus commercial en fait. En quoi est-ce que ça a été un game changer pour notre processus commercial, parce que ça fait quelque chose d'extraordinaire qu'on ne pourrait pas faire si, on n'avait pas cette petite compétence-là. Donc, pour apprendre, c'est très simple. Vous utilisez, moi je vous recommande Typing Club, ça c'est Cyril Carteret qui me l'a recommandé, je le remercie au passage. Vous choisissez votre langage qui est français et puis, a priori, si vous regardez cette vidéo en français et puis, surtout après une fois que vous êtes connecté, vous penserez aussi à choisir le clavier. Il y a vraiment toutes les variantes de clavier qui sont proposées et donc il suffit de cliquer le bouton, en haut à droite une fois que vous serez connecté sur le clavier et vous allez, vous laisser guider pour choisir l'exact clavier de l'ordinateur que vous avez et vous allez voir que c'est ultra précis, ça permet d'être complètement conforme à, ce que vous avez sous les doigts. Donc ça, je recommande, 20 minutes par jour pendant 2 semaines, game changer pour le reste de votre vie. J'ai toujours un petit peu pitié dans le train de voir des gens prendre des heures et des heures à répondre à leurs mails en tapant péniblement à 2 doigts. Je me retiens d'aller leur dire, j'ai pas du tout envie d'être donneur de leçons, mais je trouve que c'est tellement dommage, alors que ça s'apprend très vite et que c'est une fois pour toutes. Alors, exemple suivant, d'automatisation, tout bête, auquel on pense pas, c'est les raccourcis clavier. Oui, c'est une automatisation parce qu'en fait, en une touche ou 2 touches, mais très vite avec vos mains et que si vous avez appris à taper du doigt, c'est vraiment automatique, vous créez des actions, vous avez des actions sur les outils que vous utilisez. Alors ici, je suis dans ma messagerie professionnelle et c'est pour vous donner un exemple que bien souvent, dans vos outils, les raccourcis clavier sont eux-mêmes accessibles par un raccourci. Donc moi, j'ai appris tous ceux de Gmail, par exemple, via le raccourci, point d'interrogation. Si je fais point d'interrogation, hop, ça fait apparaître la tête de raccourci
raccourcis. Et petit à petit, j'ai appris les raccourcis comme ça. Donc, je me suis dit: «Tiens, celui-là, je fais souvent cette action. Donc, c'est quoi le raccourci? Ah OK, c'est E pour archiver». Parce que dans Gmail, on utilise beaucoup la fonction archive, on classe pas les mails. Et donc, j'ai appris le raccourci E et puis une fois que c'était devenu un réflexe, je suis passé au raccourci, suivant et au raccourci suivant, raccourci suivant. Et donc aujourd'hui, il y a des dizaines de raccourcis que je connais simplement parce que je les ai appris petit à petit. C'est ce que je vous recommande. Dans tous vos outils, il y a des raccourcis. Dans Outlook, c'est même génial parce que vous pouvez modifier les raccourcis pour qu'ils soient ceux d'une autre messagerie dont vous avez l'habitude. Si vous êtes très habitué à Gmail, Yahoo Mail ou autre chose, vous pouvez dire à Outlook, je veux que tu appliques les raccourcis de telle autre messagerie. C'est pas le cas général, mais sachez que c'est possible si jamais ça vous intéresse et que c'est pertinent dans votre cas. Euh, je vais vous partager quelque chose à propos de notre processus commercial qu'on a refondu en 2014 chez Fruxio, qui s'appelait à l'époque Digital Collab. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous sollicitait beaucoup pour, nous déplacer, pour aller, en rendez-vous à droite à gauche, à travers la France. Et on se rendait compte que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps parce que ce qu'on faisait et suscitait la curiosité de pas mal de gens, mais ça se transformait pas forcément au bout du compte. Et on s'est dit: «En fait, il faut qu'on change ça». Donc bien sûr, il y avait une question d'efficacité commerciale et de processus commercial en tant que tel, mais il y avait aussi le fait de se déplacer. On s'est dit: «En fait, quand on se déplace, potentiellement, on prend une journée pour 1 heure de rendez-vous et puis pour peu qu'il soit annulé 2 heures avant, la journée elle a été perdue, consacrée à ça, un rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Donc on s'est dit: «On va arrêter de se déplacer pour tous les clients qui ne sont pas encore clients». Mais du coup pour que, ils y trouvent leur compte, il faut que le processus apporte d'autant plus de valeur et apporte des choses qui ne seraient pas possibles en présentiel. Et donc, la première chose, qui aujourd'hui est beaucoup plus, courante, mais je constate qu'il y a encore beaucoup de dirigeants qui sont un peu bluffés, ou qui savent pas que ça existe alors que c'est présent dans les 2 suites Google et Microsoft et via des outils tiers. C'est le fait de proposer à quelqu'un des créneaux de rendez-vous. Alors ici, j'ai pris un mail d'Amélie qui travaille chez Fruxio. On s'échange pas de mails parce qu'il n'y a plus aucun mail chez Fruxio depuis 2013. Mais, du coup, j'ai pris un mail automatique d'acceptation d'agenda. C'est pour vous faire un exemple. Imaginons que je reçoive un mail de quelqu'un d'inconnu. Imaginons qu'Amélie soit quelqu'un que je connais pas et elle m'écrit pour me demander un rendez-vous. Et moi, dans ma fonction, les demandes de rendez-vous, ça arrive tout le temps, c'est quelque chose de très récurrent. Donc, je me suis demandé comment simplifier ça, comment simplifier les propositions de date et la prise de rendez-vous. Donc ici, raccourci clavier, je tape le raccourci qui me permet d'être dans la réponse. Donc, je suis dans la réponse mail tout de suite, elle est en bas là. Et puis, je vais taper cal 3 tabulation. Et automatiquement, j'ai un mail qui dit: Bonjour Amélie, merci pour ton intérêt et pour ta confiance. Je te propose que nous prenions tous les deux un moment pour détailler cette demande et les enjeux qu'elle sert. Choisis ici la date et l'heure qui te convient le mieux. Et donc, si elle clique ce lien, elle arrive sur ma page de réservation d'agenda. Et donc, dans cette page, elle n'a plus qu'à choisir la date, l'heure et puis d'indiquer ses coordonnées. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cet outil, il va créer l'invitation, en fait, créer l'événement. Donc, imaginons, elle dit voilà, je m'appelle Amélie. Et puis, excusez-moi, mais avec la telle, c'est quand même pas si facile que ça. Et donc, elle met ses coordonnées, elle choisit la visio qu'elle préfère, elle met son numéro de mobile. Éventuellement, elle va aussi ajouter des invités, des personnes qui devraient être dans le rendez-vous avec elle. Et donc, elle va mettre les mails. Et puis, si elle clique confirmer l'événement, qu'est-ce qui se passe? Cet outil-là, qui s'appelle en l'occurrence Calendly, mais je vais parler d'autres outils pour vous. Il crée l'événement dans mon agenda à ma place, il envoie l'invitation à Amélie, et moi, j'ai rien à faire en fait, hein. Je vois juste la confirmation arriver, une notification qui dit, il y a un tel qui a pris rendez-vous avec vous, tel jour à telle heure. Et donc ça, c'est assez génial parce que tout le monde gagne du temps, c'est beaucoup plus simple. Il y a plus de choix, je n'ai pas à sélectionner le créneau. Et puis ça respecte des règles que avant je n'arrivais pas à respecter moi-même, individuellement. C'est-à-dire que je cherchais à rentrer les rendez-vous au chausse-pied, à les faire le plus vite possible, le plus tôt possible. Maintenant, j'ai fixé mes règles d'agenda pour pouvoir aussi mener mes projets de fond, pour pouvoir mener mes tâches au quotidien. Et donc, les rendez-vous, ils n'ont lieu que si mon agenda est libre, que si il y a une plage d'1/4 d'heure de libre avant et après. Tout ça, ça se paramètre, ça se choisit. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, c'est énormément de temps de gagner depuis je ne sais plus combien d'années depuis lesquelles j'utilise ce genre d'outils. Donc là, j'ai utilisé plusieurs outils à la suite pour faire ça. Pour le raccourci, vous avez vu que ici, pour taper le mail, si je reviens en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé cal3 tabulation. Et en fait, c'est moi qui ai décidé que quand je tape cal3 tabulation, il y a un modèle de mail qui apparaît. Et pour ça, j'ai utilisé un outil qui permet de créer des modèles de messages. Donc, je vais parler de cet outil, hein, mais par exemple, imaginons, je vais lui transmettre les coordonnées de l'entreprise, je fais COO, tabulation, et puis éventuellement, je vais en supprimer si elles ne sont pas pertinentes quand on me demande les coordonnées de l'entreprise. Si on me demande des coordonnées bancaires, je tape RIB, tabulation, j'ai les coordonnées bancaires d'entreprise qui apparaissent, et ainsi de suite. Donc là, il y a tout un tas de modèles que j'ai créés au fur et à mesure que je voyais des demandes récurrentes, des choses que j'avais envoyées de manière récurrente, quel que soit l'outil, hein, par mail, par l'outil de communication de l'équipe,
comme par WhatsApp ou par LinkedIn ou autre. Les raccourcis marchent dans tous ces outils. Et pour ça, j'ai utilisé un outil dont on voit ici l'icône. Et c'est pas forcément celui que je choisirais aujourd'hui parce que il y en a d'autres qui sont apparus depuis, mais je vais vous en citer deux. Cet outil-là, c'est Briskine, Briskine. Je vais ouvrir le site. Voilà, j'aurais dû le faire avant, mais voilà, comme ça vous avez le nom qui apparaît ici pour pas vous tromper. Et puis l'alternative que je vous recommanderais de regarder, c'est TextBlaze. L'avantage de TextBlaze, c'est que il permet même de mettre des variables. Vous pouvez prévoir des modèles de texte, de messages, avec des variables, notamment des variables chiffrées et des calculs. Et donc il suffit d'indiquer par exemple un nombre de produits et puis un tarif, et vous avez automatiquement le mail qui se remplit avec les bons éléments. Donc voilà. Et de manière générale, le type d'outil ce genre d'outil s'appelle des text expanders. Donc, si vous tapez text expander sur votre App Store de Android, d'iPhone ou autre, bah, vous allez trouver ce genre d'application. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le modèle de mail. Et puis pour la prise de rendez-vous, j'ai utilisé Calendly, mais il y en a d'autres. Bon, moi, mes collègues utilisent chacun différents outils. Donc Calendly, c'est l'outil sans doute le plus répandu aujourd'hui, qui a vraiment explosé au moment du Covid et qui a pris une très très grosse part du marché. Il y a Vite, qui est une alternative tout à fait crédible que certains utilisent aussi chez Fruxio. Il y a les outils de réservation dans la suite Google. Donc ça s'appelle réservation, planning de réservation chez Google, et ça s'appelle Bookings chez Microsoft. Et puis surtout aujourd'hui, si vous n'avez aucun de ces outils, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Zical, qui est un outil qui fonctionne très très bien et dont la tarification présente l'avantage d'être gratuit pour toutes les fonctions individuelles et de devenir payant uniquement si on a besoin de la version d'équipe. La version d'équipe est assez géniale, hein, parce que dans ces outils-là, la version d'équipe, elle permet notamment de répartir automatiquement les demandes de rendez-vous pour que tout le monde en ait autant. Bon, elle permet des tas de choses, mais de manière générale, déjà avec la version individuelle, vous pouvez vous simplifier grandement la vie. Et donc là, du coup, aujourd'hui, si je devais choisir un outil ou si je devais prendre le temps d'en changer, à la place de Calendly, je prendrais sans doute Zical. Ça, c'est pour la prise de rendez-vous. Et puis, donc, vous voyez, on a déjà vu beaucoup de choses, mais on n'a rien vu de très, très décoiffant. Sauf que combien des outils et des astuces que je vous ai partagés jusqu'à maintenant sont déjà en place dans votre quotidien et dans votre entreprise? Je suis prêt à parier que ça peut tout à fait être 0 ou ça peut être 1. Et donc, il y a déjà beaucoup à gagner à faire à mettre en place des choses qui existent depuis très très longtemps et qui ne sont pas les toutes dernières innovations. Alors, autre chose sur le processus commercial, ce qui se passe, c'est ensuite, une fois que le rendez-vous est pris, et ben, grâce à la frappe à 10 doigts, on prend des notes en direct pendant le rendez-vous et puis on les partage pendant le rendez-vous. Ça veut dire que au début du rendez-vous, j'ai un document avec toute une structure et ben, on discute, je pose des questions et tout ce que je note est structuré en direct dans un document et c'est quelque chose qui ensuite, pendant le rendez-vous, est partagé. Le client, il y a accès, il peut les relire, il peut contribuer en direct. Si je devais faire ça en présentiel, ce serait beaucoup plus pénible parce qu'être sur un ordinateur en présentiel, c'est pas très cool, ça fait un peu technique. Alors que là, en tapant 10 doigts et en ayant le document sous les yeux, je peux en fait regarder l'écran, donc l'interlocuteur se rend pas vraiment compte que je tape, je suis pas le nez sur mon clavier, je suis vraiment présent dans la discussion, tout en tapant absolument tout ce qui se dit. Et en plus, pendant le rendez-vous, la personne peut tout relire et de manière déjà structurée. Donc, c'est une énorme valeur ajoutée. C'est souvent bluffant. Et d'ailleurs, donc ça donne souvent entre 5 et 10 pages, hein, parce que sur une heure, il peut se dire beaucoup, beaucoup de choses. Et le partage se fait à peu près au bout de 40-45 minutes. On partage en utilisant la fonction accessible à toute personne disposant du lien. Et donc, l'interlocuteur peut même modifier, corriger ce qu'on a écrit. Mais avant même l'apparition des outils de prise de notes automatique, hein, qui sont très répandus maintenant, les gens étaient bluffés. Ils me demandaient si j'utilisais un robot, une machine, quelque chose pour faire ça, simplement parce que, ben, on tape à 10 doigts et qu'on respecte une structure et qu'on peut partager le document, instantanément. Et à ce stade de la relation, dans le commerce, quand on est dans un premier contact, ben, en fait, c'est primordial pour nous, en tout cas pour nous chez Fruxio, d'être complet et précis. Et donc, d'éviter de modifier ou d'interpréter ou d'oublier des choses qu'aurait dites l'interlocuteur. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de noter in extenso et de ne pas avoir recours à des outils de synthèse ou de ne pas noter moins vite et donc d'oublier des choses. Et puis, pendant qu'on écrit, souvent, si on note pas assez vite, bah, on n'écoute pas. Donc, on loupe des choses que la personne nous dit. Et donc tout ça, ça aurait été impossible sans la tape à 10 doigts. Et ce que ça donne ensuite, c'est que ça permet de faire une synthèse vidéo qui est aux petits oignons, qui est hyper affûtée par rapport à ce que la personne nous a partagé. Et donc ça donne ça, ça donne un mail comme ça où on dit voilà, bah, voilà ce qu'on a compris en synthèse. Donc on prépare quelques écrans, 4 slides à peu près, 4 écrans qui résument toute la discussion qu'on a eue auparavant et voir plusieurs rendez-vous avec différents interlocuteurs. Et donc on fait ça en vidéo.
Oups, pardon. On fait ça en vidéo, puis on partage la vidéo dans un mail et donc la réaction, de l'interlocuteur, elle ressemble souvent à ce qu'on voit là. «Merci Olivier pour cette magnifique et ludique synthèse. Pas d'erreur, on s'est bien compris. Bon week-end et à lundi» et en fait, ça, c'est assez génial parce qu'avant, on envoyait éventuellement des comptes rendus en pièce jointe ou des liens de documents, puis c'était pas ouvert. Au rendez-vous d'après, l'interlocuteur, il n'avait pas ouvert, il n'avait pas regardé ce qu'on avait fait. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est assez irrésistible. Je vois une vidéo, une flèche, je vois que c'est fait pour moi et ben, en fait, ça nous arrive jamais qu'un client n'ait pas regardé la synthèse, qu'il n'ait pas constaté ce qu'on avait fait, qu'il n'ait pas revu et en plus, assez bluffé par la forme. Ça fait plus de 10 ans que je partage exactement ça partout où je vais, donc plusieurs fois par semaine et que je vois toujours personne qui nous copie. Donc je ne sais pas exactement quelle est la marche, si c'est, de faire une vidéo, de se voir en vidéo, de se de se mettre un peu à nu, de s'offrir en vidéo à un interlocuteur, c'est peut-être, une marche qui est un peu haute, mais je vous encourage vivement à le faire et je vais vous montrer aussi d'autres utilisations de la vidéo. C'est pas que dans le processus commercial que c'est super utile, mais en tout cas dans cette situation-là, pour nous, ça a été un game changer parce que ça modifie complètement la relation et ça entretient une dynamique avec l'interlocuteur. Hem, Ici, donc comment je fais pour faire cette vidéo? Donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ici on a eu un aperçu de la vidéo, j'apparais sur le côté. Donc avant, on faisait des vidéos, où on apparaissait en rond comme ça, comme un petit peu comme dans la vidéo que je fais pour vous aujourd'hui. Maintenant, j'utilise un outil qui se présente plutôt comme ça. Je vais vous montrer les 2 de toute façon, hein, il y a les différences, c'est des détails et puis donc voilà, on déroule des éléments de synthèse, en détaillant à la voix un petit peu tout ce qu'il y a derrière et qui permet une compréhension plus fine. Pour faire ça, en fait, dans ma barre de boutons, là-haut, au-dessus, vous voyez que j'ai un bouton ici, ça c'est le bouton TELA, TE2LA, et ici il y a le bouton Loom, L2OM. C'est les 2 outils qu'on utilise principalement pour faire ça. Il y en a d'autres, vous pouvez faire ça avec vos outils de visio, hein. Vous pouvez déclencher une visio, vous enregistrer et ça va donner la même chose. Partagez votre écran et vous allez vous retrouver à la fin avec une vidéo, qui permet de montrer des choses. Ça peut être avec, Stream dans la suite Microsoft. Enfin, il y a plein d'outils pour faire ça, donc Google Meet, Google Slides permet d'enregistrer des vidéos aussi et donc l'enjeu, c'est, à quel moment ça peut être utile pour vous? C'est toujours ça l'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège du gadget, mais de vraiment se demander à quel point et comment ça peut être utile pour vous. Tout ça, l'idée, c'est à la fois une relation renforcée, c'est, c'est d'être plus précis qu'en écrivant ou en étant dans des messages vocaux ou juste dans des documents. Et donc quelques exemples de ce que ça peut donner ou dans quel cas ça peut servir aussi. Donc ici, c'est une vidéo, que j'avais faite en interne pour 2 collègues pour faire une proposition de simplification de la facturation. Donc en haut, j'ai préparé des onglets que je montre dans la vidéo. Ici, je fais une vidéo qui résumait une intervention, que j'avais eu la chance d'avoir la veille sur l'art de la guerre de Sun Tzu avec Dominique Germain et donc j'ai partagé mes notes et quelques éléments qui me semblaient clés à mes collègues pour ensuite leur donner avec le lien de mes notes évidemment, mais qu'ils aient un petit peu de vivant, quelque chose d'un peu vivant et d'un peu plus riche que juste un document à consulter. Ici, on a encore, voilà, c'est une réaction de ma part à un questionnaire, parce que dans les questionnaires, on n'a pas la fonction de collaboration, de commenter ou de suggérer. Donc, j'ai fait une vidéo qui dure 5 minutes pour faire un certain nombre de propositions. Éviter de modifier directement, mais plutôt faire des propositions. Et puis enfin, ici encore un autre exemple, c'est sur une petite appli web qu'on a réalisée en 2-3 heures, en décembre 2023 pour les vœux 2024 et donc là, c'était un test de comment ça apparaît sur un smartphone et donc parce que évidemment, ça, vous pouvez le faire aussi sur un téléphone, de vous enregistrer, d'enregistrer votre écran avec votre voix, avec votre webcam. Là, on voit que la webcam est barrée. Je ne l'ai pas enregistrée, j'avais pas d'intérêt, mais on peut faire exactement la même chose, depuis un téléphone. Donc tout ça, c'est l'enregistrement de vidéo et l'automatisation qu'il y a, pourquoi je mets l'enregistre automatisation, c'est qu'il suffit de cliquer le bouton là-haut, ça démarre l'enregistrement et quand je le reclique, l'enregistrement s'arrête, il y a une nouvelle page qui s'ouvre avec la vidéo publiée, il n'y a plus qu'à cliquer le bouton copier le lien et on met ça dans un mail. D'ailleurs, à ce propos, comment j'ai fait pour, afficher la vidéo dans le mail? Je reviens ici, comment j'ai fait pour afficher la vidéo dans le mail? Ça, c'est une question, où souvent, il y a un peu de temps de réflexion, c'est pas forcément évident, on n'a pas l'habitude. En fait, c'est très simple, on peut pas insérer une vidéo dans un mail, donc j'ai pas inséré la vidéo dans un mail. J'ai fait une capture de l'aperçu de la vidéo dans la page qui apparaît juste après l'enregistrement. Je fais une capture, je mets l'image dans le mail et je sélectionne l'image dans le mail et je fais le lien dessus. En fait, ça donne l'illusion qu'il y a une vidéo, mais quand on clique, on a la page qui s'ouvre et à la fin de la vidéo, l'interlocuteur ferme sa fenêtre et il a oublié qu'il avait ouvert une nouvelle page et d'ailleurs après coup, il se souvient plus de comment ça s'est passé, comment ça a marché. Donc là encore, petite astuce, possible depuis 15 ans.
Là encore, vous voyez, on n'est pas dans l'innovation dernier cri, mais en fait, le mot astuce, c'est quelque chose à quoi je suis attaché. C'est plus important d'être astucieux, de faire preuve d'astuce et d'utiliser les outils à bon escient que de connaître les outils tout dernier cri. Et là encore, du coup, le mot-clé, c'est simplification et pas digitalisation. C'est plutôt simplification, simplifier, améliorer ce qu'on fait déjà. Quelques derniers exemples d'amélioration d'automatisation individuelle. Je prends cette page web, parce qu'en ce moment, c'est le Vendée Globe au moment où j'enregistre cette vidéo et donc j'ai trouvé cette page, par exemple et imaginons que, j'ai besoin de faire une capture complète de cette page. Ça arrive dans le quotidien d'avoir besoin de faire une capture web une capture d'une page web, mais qui est plus longue que l'écran. Vous voyez ici, elle est assez longue. Alors, moi, parfois, ce que je vois, c'est les gens, ils font, imprime écran, ils ouvrent Word, de nouveaux documents, ils font coller, ensuite ils reviennent, ils descendent, ils font alors ça s'arrêtait à, The Ocean Race, alors hop, je me mets là, ils refont imprime écran, ils vont dans Word, ils font coller et ainsi de suite et ça dure comme ça, on ne sait pas combien de temps, pour se retrouver avec un document avec plein d'images qui sont censées s'associer pour faire une seule page. Alors moi, c'est tout bête, j'ai un petit bouton pour faire ça, je clique le bouton une fois et hop, j'ai la page qui défile, la capture en fait, elle est en train de se faire et à la fin, en quelques secondes, je peux la télécharger, je peux éventuellement la modifier, mais je peux surtout la télécharger en image ou en PDF. Voilà, j'ai cette fenêtre qui apparaît, vous voyez que la page elle est assez longue, mine de rien, donc ça aurait pris un peu de temps de faire des captures dans Word, et ici, je peux la télécharger en PDF ou directement sous forme d'image. Donc ça, c'est tout bête, des petites automatisations. Là encore, j'ai souvent à faire cette action, donc j'ai décidé de l'automatiser. Autre exemple, si j'ai besoin ou envie de récupérer des codes couleurs, je me dis tiens, je vais faire des documents avec les couleurs du client. Ça va être bien, ça va nous rassembler, ça peut être utile. J'ai besoin de couleurs du client ou de couleurs d'un outil ou peu importe, ou même de récupérer les couleurs de notre propre charte graphique, même plutôt d'aller les chercher quelque part. Je prends ce petit crayon là, pick a color from this web, donc this web page, donc je prends la couleur ici sur le orange de Fruxio par exemple, je clique et là ici, eh ben, j'ai plus qu'à cliquer ce code couleur et après je vais l'appliquer n'importe où. Donc par exemple, dans le document où j'étais tout à l'heure, hop, je peux sélectionner le texte et puis, créer une couleur personnalisée. Je colle et j'ai bien le code qui s'applique, qui est celui que je viens de sélectionner sur une page web. Donc pareil dans des slides ou pareil dans un autre outil d'automatisation sur lequel on arrive maintenant, qui est un outil de production de QR code. Voilà, ici, donc par exemple, utilisation ici, dans, des conférences ou des ateliers, moi j'utilise des QR codes pour que les gens puissent s'exprimer quand il y a vraiment trop de monde et que, c'est des dizaines ou des centaines de personnes, ça permet de prendre les réponses et ensuite de faire prioriser par l'auditoire les questions ou les sujets qui sont proposés. En fait, ce QR code, on voit qu'il est aux couleurs de mon entreprise avec le petit logo au milieu. Et en fait, ça, je l'ai fait avec QR Tiger. QR Tiger. Donc ça, c'est un outil de production de QR code. Attention avec les outils de production de QR code parce que bien souvent, le QR code mène non pas à la page que vous lui avez demandé, mais à une redirection qui peut éventuellement disparaître ou qui peut devenir payante à un moment donné. Donc testez toujours avec votre téléphone, juste après l'avoir créé, est-ce que ce QR code, il affiche bien l'adresse que j'ai donnée à l'outil. Et pour l'instant, QR Tiger, c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas de redirection. Il fait des QR codes qui sont vraiment directement le codage de l'adresse qu'on leur a donnée. Donc on met ici l'adresse du site et puis ensuite on choisit tout, hein, les yeux, la forme des points, on rajoute un logo, on change les couleurs, etc. Et éventuellement, donc, quand on est connecté, on peut choisir un modèle. Moi, quand je suis connecté, je peux choisir, d'ailleurs maintenant ils ont changé l'ergonomie. Voilà, ici j'aurai mes modèles à moi qui apparaîtraient, je pourrais choisir ceux que j'ai déjà fait. Donc ça, voilà, sachez-le, pour ceux qui se jetteraient sur QR Tiger, vous pouvez très vite avoir un modèle. Je regarde ce que je m'étais noté. Ah oui, puis enfin, si on parle d'IA, d'intelligence artificielle, il y a les IA dites fortes ou génératives. Ça, vous les connaissez, ChatGPT, et cetera. On en entend beaucoup parler, même au moment où j'enregistre la vidéo, ça fait des années. Mais, il y a aussi les IA dites faibles. Les IA faibles, c'est des IA qui ont été entraînées par des humains à reconnaître quelque chose de très, très précis ou à faire une tâche, très, très précise et qui sont disponibles là tout de suite pour faire des choses qui sont répétitives dans votre quotidien. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer comment j'ai trouvé les outils, comment j'ajoute des boutons là dans vous voyez quand j'ajoute des boutons là-haut, donc le bouton d'enregistrement de vidéo ou bien le bouton de capture d'écran, le bouton pour prendre une couleur sur une page web, ces boutons-là ou même le curseur que j'utilise là entouré en rouge, c'est une extension. Et ben ces outils-là, en fait, vous les trouvez dans les magasins d'extensions de navigateur. Vous cherchez Chrome extension ou bien Firefox extension ou bien Edge extension. Vous allez trouver ce qu'on appelle les extensions ou les modules complémentaires et il suffit de faire des recherches dans ces plateformes
pour ajouter des fonctions qui sont vraiment celles qui correspondent à vos tâches répétitives et qui peuvent vous aider. Là encore, j'insiste parce que c'est très sexy. On se dit, ah, ça c'est génial, c'est génial, c'est génial, on va installer des tas de choses, mais qui ne serviront pas, qui vont alourdir visuellement votre écran, qui vont alourdir votre ordinateur. Donc, il faut résister à la tentation, vraiment se demander quelles sont les tâches, être plutôt attentif à nos tâches répétitives que chercher à installer de nouveaux outils. Donc sur les IA faibles, 2 exemples. J'en prends un premier tout bête, remove.bg, donc retirer le fond d'écran, remove background, hein, littéralement. C'est très simple. Vous avez une image, vous voulez retirer le fond d'écran. Donc imaginons, moi j'ai cette image-là que j'adore, qui est mon illustration préférée du Jugad, c'est l'innovation frugale, c'est-à-dire j'innove avec peu. Donc le gars veut faire une sieste, il se coince une planche sous le ventre, j'adore l'illustration. Cherchez Jugad, J-U-G-2-A-D sur n'importe quel moteur de recherche d'image et vous comprenez tout de suite ce que c'est que Jugad, vous allez avoir plein d'illustrations. Ici sur remove.bg, je mets mon image, je fais glisser mon image tout simplement et en fait en une poignée de secondes, je retire le fond. Donc voilà, sachez que ça existe. Moi, j'ai régulièrement besoin de faire ça et donc c'est utile pour moi d'avoir, de connaître un outil qui est capable de le faire. Un deuxième exemple d'IA faible, donc d'intelligence artificielle faible, c'est Countthings. Countthings, c'est une appli qui permet de compter des objets. Alors vous pouvez télécharger l'appli, puis vous allez acheter les modèles qui correspondent à ce que vous avez besoin de compter. Est-ce que vous avez besoin souvent de compter les fenêtres sur un immeuble? Est-ce que vous avez besoin de compter des tuyaux? Vous avez besoin de compter des cartons? Vous avez besoin de compter des bûches, des vis, des boulons, vérifier qu'il y a autant de vis que de boulons dans 2 sachets, ou vider le sachet, ou vous avez des vis et des boulons sur une table, vous les comptez, vérifier qu'il y a le bon nombre. Ça, Countthings, il sait le faire, il sait faire que ça, il le fait très très bien. Et donc, voilà, ça c'est un exemple d'IA dite faible, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Bon, en fait, c'est rien d'autre qu'un logiciel qui est spécialisé sur une tâche, mais on reviendra dans la partie IA sur pourquoi est-ce qu'on appelle ça de l'intelligence, alors que c'est en fait souvent des logiciels. Voilà, mais donc, avant de vouloir révolutionner l'entreprise, vous voyez que ça fait une demi-heure que je vous montre des astuces qui sont hyper accessibles, qui sont qui semblent pas très avancées, qui sont juste parfois un peu décoiffantes parce qu'on ne sait pas que ça existe, parce qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à tout ça. Mais avant de vouloir mettre de la grande innovation et des IA partout, déjà, il faut peut-être qu'on fasse évoluer nos façons de travailler et ça va être d'autant plus facile ensuite d'inclure la prochaine innovation et le prochain nouvel outil et la prochaine génération d'innovation. Mais c'est sûr que l'IA, c'est hyper compliqué à comprendre et à utiliser, c'est compliqué d'en tirer parti quand on n'a pas développé depuis 20 ou 30 ans l'habitude de l'entreprise geek, l'habitude de chercher un petit peu la nouveauté, chercher à améliorer ce qu'on fait et simplifier ce qu'on fait. Donc je fais une petite parenthèse sur les 5 ressorts de la simplification. En fait, avant d'automatiser, le plus important, je vais même pas balayer les 5 ressorts en détail, mais le premier, c'est d'embarquer tout le monde ou d'embarquer les personnes concernées. Donc avant de proposer quelque chose, avant de proposer une solution, il faut déjà que les gens soient d'accord qu'il y a un problème et qu'ils aient envie de le résoudre. L'envie, donc l'envie, c'est le deuxième ressort, et je viens de la mentionner. Et puis, troisième ressort, c'est vraiment ça qui est important et qui est souvent négligé, c'est réduire. C'est-à-dire dans quelle mesure on peut supprimer des tâches, supprimer des étapes. Et donc avant de digitaliser, ça c'est une étape super importante, c'est qu'on peut déjà énormément simplifier l'entreprise rien qu'en supprimant des étapes. Et puis enfin, le quatrième ressort, c'est coproduire, c'est comment est-ce qu'on s'organise en équipe digitale. Il faudrait que ça fasse l'objet d'une autre vidéo. C'est une partie aussi qui est redoutablement simplifiante et efficace. Mais en tout cas, automatiser, ça vient après tout ça. C'est automatiser les tâches répétitives qui ne doivent pas être faites par des humains et qui doivent absolument être faites. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est le cinquième ressort. Et donc attention, parce que trop souvent on se jette trop vite sur des outils. Et le problème, c'est ensuite des projets abandonnés en cours de route ou des projets qui sont aboutis mais dont le résultat n'est pas suffisamment adopté ou qui sont décevants ou la digitalisation de tâches qui pourraient tout simplement être supprimées. Donc je passe au niveau 2, automatisation des processus collectifs après l'automatisation individuelle. Le point clé ici, c'est de développer une culture de la simplification et d'oublier la modernité pour la modernité. Ce qui compte, c'est d'être astucieux, et donc ça passe par des processus qui soient plus intelligents et simplifiés. Et en fait, ici, je vais faire assez simple. Les 2 piliers de l'automatisation des processus collectifs, c'est les outils justement dits d'automatisation. C'est comme ça qu'ils sont appelés en général, plateformes d'automatisation. Donc la plus connue, c'est Zapier. Zapier, c'est un outil, on pourrait dire une plateforme, c'est un outil qui connecte potentiellement, qui est capable de connecter plus de 6000 applications entre elles. Donc le principe est très simple, c'est un déclencheur, une action. Donc quand il se passe telle chose à gauche, je veux qu'il se passe telle chose à droite. Donc je vous donne quelques exemples, et puis je vous donne après 2 alternatives, 2 outils qui sont alternatifs à Zapier, dont un dans la suite Microsoft. Premier exemple, il y a un bon de commande qui est signé.
Et les actions qu'on automatise, c'est, d'avoir l'enregistrement automatique du bon de commande dans le dossier partagé. C'est du réel ce que je vous cite, c'est ce qu'on vit, chez Fruxio au quotidien. C'est notification dans le canal approprié pour que tout le monde soit au courant, c'est la mise à jour du CRM, c'est la création du canal client dédié pour, discuter et traiter la mission au quotidien. C'est la création du dossier partagé, concernant, ce client et cette mission. C'est l'invitation des bons interlocuteurs dans le canal. Tout ça, c'est automatisé. Et un deuxième exemple, c'est, quand on a un nouveau feedback via un questionnaire de feedback, feedback client, et ben, avoir, un message dans un canal dédié pour que n'importe quelle personne qui rejoint le canal puisse être au courant qu'il y a des nouveaux feedbacks clients et puis avec un message collectif, qui demande une décision, une suite à donner et donc nous, on a notre processus qui peut se dérouler comme ça. Troisième exemple, on reçoit régulièrement de notre cabinet comptable, des soldes intermédiaires de gestion, hein, tous les mois. Classiquement, on les reçoit par mail, qu'est-ce qu'on fait? On va les transférer, en fait, non, on a Zapier qui détecte que le cabinet nous a envoyé les SIG, parce que c'est toujours la même personne, la même adresse, avec les mêmes fichiers, les mêmes nommages, etc. Donc il détecte ça, il prend les fichiers, il les met dans le dossier partagé à toute l'équipe et il poste dans le canal de l'équipe nouveau SIG disponible avec le lien du fichier, le lien du dossier et le lien du Zap pour pouvoir éventuellement mettre à jour le Zap facilement. Donc tout ça, c'est des choses qui se font au fil de l'eau. Ça fait depuis 2012, on automatise comme ça chez Fruxio, et en fait, ça, c'est disponible pour toutes les entreprises. Et tout ce qui est récurrent, en fait, on peut partir du principe que toutes les tâches répétitives peuvent être automatisées. Et c'est bien, c'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut être attentif, c'est ça qu'il faut chercher avec gourmandise. Là, j'ai montré Zapier. Bon, je le répéterai jamais assez. Il n'y a rien de plus inutile que d'automatiser une tâche qui pourrait être supprimée. Voilà, je vais le répéter plusieurs fois au long de cette vidéo. Mais alternative à Zapier, si on veut regarder un autre genre d'outil mais qui fait à peu près la même chose, c'est Make. Bon voilà, chez Fruxio, on a des fans de Zapier, des fans de Make. Il y a vraiment du pour et des limites dans chaque outil, comme toujours. Et puis, si on va même un peu plus loin, on a dans la suite Microsoft, il y a aussi un outil dédié qui est Power Automate. Donc ici, Power Automate, il est là, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est toujours un peu le même aspect, hein. Ça ressemble à un logigramme. Et puis on choisit l'outil, il se passe telle chose, et à ce moment-là, je veux qu'il se passe telle chose. Éventuellement, on peut temporiser, attends autant de temps avant de le faire, ou fais-le le prochain lundi à telle heure. En fait, dans nos entreprises, il y a des tas de tâches répétitives, mais qu'on n'a pas identifiées, qu'on prend pas le temps de faire parce que les gens ont pris des habitudes, donc ils savent, quand il se passe ça, je dois faire ça. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on fait, nous les humains, qui sont pas hyper épanouissantes, qui suscitent des erreurs, qui sont pas faites quand on est en congé ou qu'on est malade. Là, ça peut être fait, c'est déclenché automatiquement et donc c'est le petit robot à notre service qui fait les tâches répétitives à notre place. En fait, dans les outils que vous utilisez, dans les outils eux-mêmes, il y a déjà souvent des possibilités d'automatisation. Je vais prendre des exemples, parce que, en fait, on peut trouver ça assez facilement, hein. Il suffit de chercher sur un moteur de recherche le nom de l'outil et puis automation ou automatisation ou workflow, et vous allez trouver les pages qui décrivent, ce que ces outils sont capables de faire en la matière. Donc par exemple, si vous cherchez Planner Automation, en fait, vous allez trouver des vidéos et des pages d'aide qui vous expliquent comment automatiser les tâches dans Planner via Power Automate. Si vous cherchez Asana Automation, hop, vous tombez sur cette page et dans les pages d'aide, on vous explique tout comment faire, comment mettre en place des automatisations de traitement des tâches. Quand il se passe telle chose, je veux qu'il se passe telle chose. Quand telle tâche est finie, je veux que tu crées telle tâche, que tu l'attribues à telle personne, etc. Tout ça, il suffit de le créer en équipe petit à petit. Dès qu'on repère des choses répétitives, on se met d'accord, on n'a même pas besoin de faire une réunion, hein, on propose par message et puis on le met en place et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on simplifie beaucoup de choses puisqu'elles doivent être faites absolument, autant les faire automatiquement. Dans Trello, c'est pareil, vous cherchez Trello Automation, vous allez trouver ça. Dans ClickUp, voilà, j'ai pris quelques exemples. Et puis pour sortir des outils de gestion de tâches, ici dans Tactique, qui est un outil de prise de notes automatique, vous cherchez Tactique, intégration ou automation, vous allez trouver aussi là les outils dans lesquels ils s'intègrent. Et donc ça, c'est tout un champ d'exploration, c'est tout un champ de simplification. Et puis si on va aller encore plus loin, il y a des applis qui sont faites pour créer des applis, qui sont faites pour créer vraiment votre outil de travail en fonction de votre contexte, si vous n'êtes pas satisfait des outils standards. Donc par exemple, oui alors, j'avais, j'ai prévu plein de choses dans la vidéo, j'en ai élagué, j'en ai gardé, donc c'est pour ça que parfois je me surprends moi-même à retomber sur quelque chose que j'avais prévu de vous montrer. Donc autre exemple d'automatisation, ici c'est une extension de Google Sheets. Donc dans le tableur de Google, il y a plein d'extensions disponibles pour la suite Google comme pour la suite Microsoft. Et donc ici, cette extension-là, c'est un exemple, c'est que chaque fois que vous avez une nouvelle réponse d'un formulaire qui arrive dans un tableur, les réponses arrivent dans le tableur, avec CopyDown, vous pouvez
automatiquement appliquer la mise en forme et les formules que vous avez décidées sur une première ligne. Et donc, ça permet de faire du traitement automatisé, quelle que soit une nouvelle réponse qui arrive, alors que sinon, par défaut, les nouvelles réponses ne se voient pas appliquer la mise en forme et les formules des lignes précédentes. Donc voilà, petit exemple encore d'automatisation. Il faut aller chercher un petit peu à chaque fois autour de l'outil, mais ça permet, voilà, pour vous qui regardez la vidéo, ça permet d'élargir le champ et de se dire, en fait, l'univers des possibles est incroyable, il est hyper étendu. Et pour moi, dans cette vidéo, c'est ça l'enjeu, c'est de vous montrer un peu ça. Ensuite, si on va encore un petit peu plus loin, il y a des applis qui sont faites pour créer des applis sur mesure. Donc ici, AppSheet, c'est une appli qui a été rachetée par Google il y a quelques années, donc qui fait partie aujourd'hui de la suite Google, mais qui peut être utilisée en lien avec les outils Microsoft. Et puis il y a un équivalent chez Microsoft que je vais montrer juste après. Donc AppSheet, ça permet de créer des applis mobiles, des applis pour le terrain, en lien avec des bases de données ou des tableurs qui existent déjà dans l'entreprise. Donc ça évite de faire un développement complet et de partir dans des trucs très très compliqués. On peut avoir en quelques heures, quelques jours, une appli qui fonctionne sur le terrain qui permet de faire de la saisie, du suivi de tâches, du suivi d'itinéraires. Et vous avez même sur le site d'AppSheet, sur le site d'AppSheet, vous avez une galerie avec plein d'exemples que vous pouvez tester. Donc j'en ai affiché quelques-uns pour montrer comment ça marche. Voilà, là j'ai un exemple d'appli d'inspection de véhicules. Et donc ici, sur l'appli, je peux soit choisir un véhicule et voir les dernières inspections, la fiche véhicule, les photos de la dernières inspections, etc., et tous les détails techniques, ou bien je peux créer un véhicule et puis ou créer une inspection. Ici, j'ai les véhicules, pardon, et puis à droite, j'ai les inspections. Et donc, voilà, si je suis en train d'inspecter un véhicule, je choisis mon véhicule. Donc, c'est celui-là que je suis en train d'inspecter. Je mets le kilométrage, je prends des photos, et puis ensuite, je vais ajouter les alertes que je peux observer, et je fais next, et je vais suivre les étapes du processus d'inspection du véhicule. Donc là où parfois ce genre de tâches, c'est des processus papier, c'est des formulaires papier, ou c'est des documents que les gens doivent consulter sur leur téléphone, donc c'est très très compliqué à utiliser. En fait, on peut très vite créer des applis qui sont mobiles et qui sont mises à disposition sur le terrain. Ici, on a une gestion des livraisons sur le terrain, et donc on va pouvoir voir chaque chauffeur et ce qu'il a à faire, regarder les tâches qui sont actives en ce moment, les tâches qui sont terminées. Tout ça, c'est à façon, on le fait vraiment sur mesure. Quand on utilise des outils comme AppSheet, on fait exactement ce qu'on veut. Ici, on a un gestionnaire de tâches, et là aussi, on peut créer une tâche, etc. Tout ça, vous pouvez le tester et vous balader dans ces outils pour voir un peu de quoi c'est capable. Chez Microsoft, vous avez l'équivalent qui est Power Apps. Alors, je dis l'équivalent, c'est quand même plus compliqué à utiliser, il faut vraiment être développeur, mais moi j'ai des collègues, c'est leur spécialité, quoi. Ils sont fans, ils adorent faire ça, créer une appli sur mesure dans un contexte hyper ergonomique. Donc ça, moi je vous encourage à l'explorer, que ce soit AppSheet ou Power Apps, c'est vraiment des pépites, c'est des joyaux, c'est hyper puissant, et ça peut vous faire prendre des raccourcis énormes avant éventuellement des vrais développements d'applications si vous voyez que ça vaut le coup. Et puis, entre les 2, entre l'outil complètement standard connu des grandes suites classiques et les outils créés un peu sur mesure, vous avez des outils standards qu'on peut utiliser dès qu'on rentre dedans, mais qui permettent de créer un peu des environnements sur mesure. Donc ici, Notion, qui maintenant est très très connu, je ne le présente plus, mais peut-être que vous ne connaissez pas des outils autour comme Softer qui permet de créer un site web ou une application à partir de données qui sont dans Notion, ou bien Smartsheet, ou encore Airtable. Voilà, pour les plus geeks qui regardent cette vidéo, juste, je mentionne ces outils, allez jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir que c'est super puissant, enthousiasmant. On peut s'y perdre, surtout quand on est geek, on peut s'y perdre pour le plaisir de l'outil. Et donc, il y a quelque chose qui peut aussi mettre un peu tout le monde d'accord, c'est en fait, ça serait bien de calculer à quel point ça vaut le coup. Et pour ça, ça tombe bien. Il y a un site qui s'appelle Ça vaut le coup. Et là, il suffit d'indiquer combien de temps on passe sur une tâche aujourd'hui, à quelle fréquence, et de calculer sur tel horizon de temps le temps que ça va nous faire gagner par rapport au temps qu'on estime que ça va prendre à mettre en place. Donc imaginons, ça prend 5 jours à mettre en place, mais il y a 10 personnes qui l'utilisent 3 fois par jour et ça prend 10 minutes à chaque fois. Et je mets toutes ces infos. Bon, tout ça, c'est rien d'autre qu'un tableur mis en forme astucieusement, hein, mais là encore, on est dans l'astuce, on est dans un petit outil tout simple qui est sympa, qui peut être diffusé et qui va donner aussi un peu plus envie aux gens de se demander bon, à quel point ça vaut le coup que je passe 3 quarts d'heure à simplifier ce truc, alors qu'en fait, j'y passe 5 secondes par mois. C'est une bonne question. Et là, c'est vite calculé, on l'a vraiment tout de suite sous les yeux. Donc ça, tout ça, c'est la deuxième partie, le deuxième niveau qui est l'automatisation des processus collectifs. Et sky is the limit. Voilà, la limite, en fait, c'est même pas le ciel, c'est l'imagination, quoi, en fait, hein. Le potentiel de simplification, il est immense.
à condition de ne pas se noyer dans les outils. Et c'est là où vraiment, c'est important de reprendre à chaque fois les choses à zéro et de se demander qu'est-ce qui est le plus pénible pour vous, pour nous, ou qu'est-ce qu'on a envie d'apporter en plus aux clients. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire la chose le plus simplement possible. Et ensuite seulement, on va se demander au cinquième ressort, dans quelle mesure on peut automatiser les tâches répétitives dans ce processus-là. Je passe enfin au niveau 3, là-dessus, ça va être le plus court. Donc le niveau 2 était un peu plus court que le niveau 1, niveau 3 va être encore plus court parce que, en fait, il faudrait y dédier, des vidéos entières, vous allez voir, on va faire le lien entre des choses que finalement on a vues aujourd'hui ou vous connaissez déjà. Le niveau 3, c'est, les IA fortes, les IA, notamment dites, génératives et du coup l'automatisation avancée en intégrant les IA génératives. En fait, on est entré dans une nouvelle ère où, les outils se contentent pas de faire gagner du temps, mais ils peuvent aussi nous créer des opportunités, nous montrer des choses, nous dévoiler des choses sur, nos données, sur notre contexte de travail. Et donc au départ déjà, l'idée c'est de se rappeler qu'une IA, donc je vais prendre ChatGPT pour faire très simple, on pourrait parler de Gemini, chez Google, on pourrait parler de Mistral, de Claude. Je laisse de côté, les IA chinoises que je vous recommande pas pour d'autres raisons non techniques, des raisons qui ne sont pas des raisons de performance. Mais prenons ChatGPT pour faire simple, et ça s'applique à tous ces outils. C'est en fait un automate de traitement de l'information. Et c'est là où intelligence artificielle n'a pas été très bien traduit, parce que en français, l'intelligence, ça se rapporte au cerveau, à la capacité, alors qu'en fait, en anglais, artificial intelligence, ça se rapportait, ça peut aussi se rapporter au traitement de l'information. Et c'est plutôt cette version que j'achète, c'est-à-dire que ChatGPT, pour moi, c'est plutôt un outil de traitement de l'information en masse, ultra rapide, ultra automatisé. Donc c'est un peu mon documentaliste stagiaire, producteur, journaliste, consultant, instantané. Et donc le sujet, c'est simplement, comment est-ce que je vais le driver? Comment est-ce que je vais l'utiliser pour que ça me rende vraiment service, pour pas tomber dans le piège d'en faire toujours plus, et puis que ça apporte vraiment, que ça donne vraiment de la satisfaction, que ça apporte vraiment de la valeur. Donc, il y a, les IA et donc, voilà, là j'ai mentionné, les plus connus, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral. Bon, il y a des différences de détails. Je pense que il faut en choisir un à un moment donné et puis, s'y tenir. Je pense que c'est la voie de la simplicité là aussi. Éviter d'aller se balader sur trop d'outils à la fois. On a un boulot à faire au quotidien, donc choisissons-en un et puis on avance. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de choisir le même à travers les équipes et de mettre en place Prompt Drive. Par exemple, hein, c'est un exemple, mais de mettre en place, des outils qui permettent de collaborer, qui permettent de mettre en commun des prompts, des résultats, et de faire évoluer les choses en collectif et de dire: «Tiens, j'ai utilisé ça, ça a pas donné le résultat que j'attendais» ou «Ça j'ai utilisé ça, ça m'a complètement changé la vie». Par exemple, moi, il y a une partie de prompt que j'utilise très souvent, c'est, «Propose-moi ceci ou cela», des questions, un plan, et cetera, qui semblerait farfelu à la plupart des gens. Parce qu'en faisant ça, on inverse la probabilité. ChatGPT, par défaut, il est probabiliste, donc les premières réponses sont toujours les plus courues, donc ça décoiffe pas. Et moi, ce que j'aime bien souvent, c'est aller chercher de l'originalité ou des choses auxquelles on penserait pas. Et donc je lui demande qui semblerait farfelu à la plupart des gens, ou qui semblerait original à la plupart des gens. Mais en demandant ça, on va partir dans la longue traîne, c'est-à-dire vraiment dans les réponses les moins courues, les moins probables, et là ça devient beaucoup plus percutant et intéressant. Donc c'est une partie de prompt, c'est quelque chose qui peut être intéressant à partager, voilà, par exemple. Mais si j'en parle ici, c'est aussi parce que, en plus d'être, un automate elle-même, une IA générale peut être intégrée à d'autres outils via Zapier ou via Make. Donc en fait, par exemple, imaginons, en marketing, vous mettez en place un automate via Zapier ou Make où on détecte les publications d'une autre entreprise du secteur, ces publications sur les réseaux sociaux, et pour chaque publication, via ChatGPT, on va se demander à quelle question répond cette publication. En fonction du contexte de l'entreprise et des documents qu'on lui a donnés, du positionnement marketing, de l'offre, etc., on va lui demander, propose-nous une façon de répondre, une structure de réponse, de production d'un contenu qui répondrait à ces questions. Et puis, du coup, ça permet, hop, de créer un contenu similaire qui est le pendant des contenus créés par d'autres entreprises du secteur. Bon, ça peut être automatisé. Et puis, on se retrouve dans Notion avec une liste de contenus à produire, avec la structure, les questions auxquelles ça répond, la source concurrente ou confrère. Ça peut être un autre exemple, ça serait un résumé des interactions clients. On peut imaginer que, puisqu'on prend des notes, dans le CRM ou dans des documents, dans nos entretiens clients, on pourrait demander, tous les mois ou tous les 2 mois ou 3 mois, à une IA comme Gemini ou Copilot dans Microsoft ou ChatGPT de résumer, selon, des critères qu'on lui demande, de ventiler, qu'est-ce qui en ce moment pose problème chez nos clients? Qu'est-ce qui est apprécié? Qu'est-ce qui a comme réussite? Et donc là, ça permet de faire ressortir des grandes tendances et de faire une veille, à travers la base client, assez quali,
qui part de l'analyse de tous les contenus dont on dispose. Ça peut être aussi un résumé avant chaque 1 à 1 avec un salarié, faire un résumé automatique des 3 derniers mois d'entretien avec lui, ou de la dernière année, en disant voilà de quoi il s'est réjoui depuis 1 an, voilà les difficultés qu'il a éprouvées, et ça permet aussi de demander un peu des nouvelles ou de faire un point sur, ce qui s'est dit depuis 1 an. Et puis j'en parle pas pour l'entretien annuel, hyper précieux aussi évidemment. Ça peut être aussi pour son propre journal. Si vous tenez un journal de dirigeant, vous écrivez, tous les jours ou presque, ou toutes les semaines, via ces outils-là, vous allez pouvoir poser des questions, qui sont des questions de synthèse en fait, sur vous-même, mais au lieu de relire, vous pouvez aussi tout relire, hein. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais en tout cas, c'est des possibilités qui s'offrent à nous et que, on n'avait aucun moyen de faire auparavant. Voilà, ça peut être aussi, on est bloqué sur un projet, on va partager l'historique du projet, les notes, le contexte, et cetera, et puis demander une façon, un protocole de résolution en intelligence collective, de ce sujet. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour résoudre cette question? C'est hyper puissant, vraiment. Ça remplace jamais un animateur, un consultant ou autre, mais en fait, c'est d'autant plus puissant que c'est utilisé par des gens qui connaissent leur métier. Donc si je suis, chef de projet informatique, si je suis, directeur marketing, si je suis, DG, si je suis animateur d'intelligence collective, dans tous les cas, si j'utilise cet outil pour mon métier, avec tout le recul, l'expérience que j'ai et les questions que je pense à poser, que quelqu'un qui n'est pas professionnel ne penserait pas à poser, c'est ultra puissant, ça décuple vraiment les perspectives et ce qu'on peut apporter, nous, dans nos rôles respectifs. Voilà, je cite deux, trois autres outils d'IA dites génératives. On a HeyGen qui pose beaucoup de questions, je ne le cache pas, et on peut en reparler si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil de production d'audio et de vidéo à partir d'une voix dans autant de langues que vous voulez. C'est ultra puissant. Ça pose beaucoup de questions sur le plan éthique, l'avenir du travail, et cetera. Mais en tout cas, c'est bon de savoir que ça existe et que, vous avez peut-être déjà vu, vous, des vidéos, qui n'avaient pas en fait été enregistrées, par quelqu'un. Peut-être que la vidéo que je suis en train de vous faire n'est pas enregistrée par moi, mais que j'ai tout écrit à l'avance. Bon, vous avez compris à ma façon de parler que c'était pas le cas. J'étais plutôt dans le spontané, mais en fait, c'est déjà le cas. Il y a des vidéos YouTube où on sent bien qu'en fait, ça a été écrit et que c'est iGen qui a modifié la vidéo, qui l'a produite. Et puis ici, Mojo, c'est un outil de prise d'enregistrement de visio, mais qui est vraiment orienté sur les équipes commerciales et alors qu'on n'a pas testé chez Fruxio, donc j'ai pas de feedback à en faire, mais c'est un exemple de combinaison de l'IA, d'enregistrement et d'une fonction précise qui est la fonction commerciale. Et l'idée, c'est, de pouvoir faire ressortir ce qui, a de la valeur pour une équipe commerciale, ce qui, mérite d'être, refait, d'être réutilisé ou au contraire, ce qui, pourrait être une erreur si tout le monde le faisait. Et ça permet de faire monter en compétences, les gens dans l'équipe, beaucoup plus rapidement et de mettre en commun aussi, ce qui fonctionne quoi et ce qui fonctionne moins bien. Voilà, ça, c'est, ce qui est dur, hein, c'est en fait de m'arrêter alors que ça doit faire à peu près 1 heure que j'enregistre. Voilà, ça fait pile 1 heure là, je vois, 1:00:32 secondes. C'est hyper dur, il y a des tonnes de choses à montrer. J'ai essayé de faire cette vidéo parce que, notamment dans mes événements présentiels, en tout cas mes événements en direct, j'essaie toujours de faire une partie là-dessus et j'ai décidé d'arrêter de la faire, parce que c'est trop dur pour moi de faire le tri, donc je vais, plutôt partager, des extraits en direct et puis, renvoyer, les personnes que ça intéresse vers cette vidéo qui donnera un aperçu plus complet que ce que je peux faire sur 15 ou 20 minutes, sans compter que c'est toujours interrompu de tas de questions évidemment parce que, les gens tout de suite font des liens et se demandent comment ça pourrait être utilisé dans leur contexte ou cherchent à mieux comprendre comment ça marche. Donc n'hésitez pas à poser des commentaires ou à me contacter s'il y a besoin de précision, par rapport à tout ce que je vous ai montré. Hem, J'espère surtout que tout ça, ça vous aura donné envie d'aller, un peu plus loin et finalement pour moi, donc là, on a vu 3 niveaux: automatisation individuelle, automatisation des processus collectifs et puis, IA forte et synergie avancée, on peut dire. Ces 3 niveaux, ils s'imbriquent ensemble, ils transforment non seulement l'efficacité, mais aussi la manière dont on apporte de la valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très puissant et le gisement, il est immense en plaisir, en qualité, en réduction des délais, en innovation. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est non pas à développer, la présence de ces outils d'entreprise, c'est pas ça, là encore la priorité, mais développer une culture de la simplification dans votre entreprise. Oubliez de digitaliser et concentrez-vous sur simplifier et ensuite vous allez naturellement vous retrouver à aller chercher les outils comme ceux qu'on a vus aujourd'hui. 2e message clé, c'est que la culture geek, combinée à la simplification, c'est un levier stratégique.
Stratégique, ça veut dire qu'il coûte cher en cas d'erreur. C'est-à-dire si on le fait pas, c'est dommage, on passe à côté d'un truc énormissime. Et si on le fait, ça peut rapporter beaucoup. C'est ça que ça veut dire stratégique. Et puis troisième message clé, c'est que être moderne, on s'en fiche. D'ailleurs, j'ai pas hésité dans la vidéo à vous montrer des trucs qui datent des années en arrière, hein. Zapier, ça a été créé en 2012. Les raccourcis clavier, ça date pas d'hier. Le paramètre dans le navigateur web, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Sauf que moi, bah, voilà, je l'ai coché une fois pour toutes il y a plus de 10 ans et après, j'ai plus jamais eu à le refaire. Mais ce qui compte, c'est pas d'être moderne, c'est d'être astucieux. Voilà. Et ça, je pense que c'est ça la vraie culture geek, et la culture de la simplification, c'est ça, c'est d'être astucieux et de se demander sans arrêt qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses plus facilement. C'est un gisement sans fin, et d'ailleurs on peut s'y noyer, mais en même temps il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. La seule limite c'est en fait l'appétit d'amélioration, l'appétit de simplification. Savoir ce qui est possible, c'est impossible. Savoir tout ce qui est possible, c'est impossible. Le chemin efficace, c'est se demander ce qu'on veut simplifier, qu'est-ce qui est pénible pour nous, qu'est-ce qui mériterait d'être simplifié, puis accomplir une première phase qui est de se mettre d'accord collectivement, de réduire, et ensuite on va trouver les apps pour automatiser ce qui reste dans le processus, et ainsi de suite. On recommence, éventuellement on refait une phase sur le même processus où on va toucher un autre sujet. Abonnez-vous à la Sève, notre newsletter, dans la description pour accéder au Trésor, qui est notre sélection d'outils qu'on met à jour au fil de l'eau. Et voilà, l'avenir n'est pas à être moderne, mais à être astucieux. Commencez aujourd'hui et vous verrez votre entreprise se transformer.